Après le succès retentissant de la première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo où j'explique vraiment ce que j'ai lu pour le moment. J'avais fait une vidéo de 30 minutes à l'instant, mais finalement j'ai décidé de l'enlever parce que c'était pas intéressant. Mais comme j'ai vu qu'il y avait quand même 110 vues, que c'est mon record de vues, alors je me suis dit bah écoutez, on va tenter le coup. Alors dès le début, ce qui est intéressant, c'est que il prend parti dès les premiers chapitres, en tout cas après c'est une introduction, de capter le lecteur, et en travaillant en fait dans des histoires de plus en plus longues, dans des arcs de plus en plus longs, sa recette. C'est-à-dire que dans le début, dès le début, il introduit le One Piece, il introduit Goldie Roger. Sa mythologie avec Grand Line, elle est introduite. Et ensuite, c'est quoi? Il fait pas que du name dropping à l'américaine, c'est qu'il y a un peu plus de consistance. L'histoire ne s'arrête pas à ça. En fait, par exemple, moi, ce que j'ai aimé, l'arc avec Usopp, j'ai pas aimé Captain Kuro, c'est pas non plus un méchant extraordinaire, mais c'est le côté émouvant avec l'histoire de Usopp. Ça, j'ai aimé. Après, avec Sanji, effectivement, Zoro, c'est un personnage qui est totalement shonenesque, mais qui va pas intéresser tout le monde parce que effectivement il a un côté unidimensionnel, mais c'est un personnage qui va plaire, qui va être complémentaire. On a Nami qui est aussi un peu unidimensionnelle, qui est une voleuse, qui aime pas les pirates, mais qui décide de rejoindre Luffy et qui le trahit. Aujourd'hui, je pense que dans un manga européen ou un manga français ou un manga américain, ça passerait pas forcément parce qu'il y a une question d'égalité des sexes et tout ça. Et en fait, du coup, en fait, ça fausserait l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait pas raconter une histoire où une femme a un mauvais côté. Et donc, ce serait pas forcément des personnages. Donc ce serait juste entre guillemets des gens, ce serait des entités, voilà. En fait les femmes seraient considérées comme des entités pour plaire à tout le monde. Donc ce serait pas forcément intéressant. Voilà. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi beaucoup de personnages actuels féminins qui sont intéressants. Ça c'est mon point de vue. Mais sachant aussi que là en ce moment je regarde quoi comme manga, je lis quoi comme manga? Sakamoto Days, bon c'est bientôt fini, mais il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Ichigo 8, il y en a beaucoup. Spy Cross Family. Quoi d'autre? One Piece. Boruto aussi, je suis. Il y a des personnages féminins comme Ada que j'aime bien. Parce que ça reste des femmes en fait. En fait, ça qui est bien, c'est que ça reste des femmes. Alors que parfois, je pense que beaucoup de gens, ils aiment. En fait, ils veulent un personnage masculin, mais habillé comme une femme. Alors que moi, j'aime bien des personnages comme Erza Scarlett, qui sont des femmes en fait, simplement. Lucy, c'est aussi une femme. Comment ça s'appelle? Pas Marjolaine, pas Marie-Joie. Marie-Jane, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est une femme aussi. Et c'est pas non plus un personnage, une Marissou, voilà, qui est en fait un personnage pour flatter l'ego féminin. Parce qu'en fait, beaucoup de personnages actuels sont faits pour flatter l'ego féminin, et déjà ils s'y prennent mal. Et ensuite, je pense que de toute façon, d'un point de vue féminin, pourquoi Nami elle plaît et pourquoi Robin plaît, c'est que en fait, à partir du moment où elles sont pas inutiles, ça fait le café. En fait, tu fais un personnage féminin qui plaît physiquement, qui est pas inutile, et à partir de là, en fait, la lectrice, elle est contente. Faut pas chercher à faire plus, faut pas chercher à faire moins. Tu fais un personnage féminin qui est plus ou moins intéressant, qui est plus ou moins utile. Et à partir de là, je pense que tout le monde est content. Voilà, il n'y a pas à faire plus. Voilà. Un personnage un peu utile, qui est un peu intéressant. Pas besoin d'en faire un surhomme pour autant.
en faire un personnage central, si c'est un personnage central, si ton centre comme l'héroïne qu'il y a dans Promise Neverland, bah, c'est très bien. Si c'est un personnage central comme dans Ghost in the Shell, c'est très bien. Mais il faut pas non plus en faire un personnage trop fort pour se dire oui, ça va être un symbole. Et comme c'est un symbole, un peu comme All Might, donc ça va être le personnage plus fort. Mais par exemple, un personnage comme Star in Stripes dans My Hero Academia, qui est un symbole, mais qui reste quand même assez féminin aussi, c'est aussi très bien. Et je pense aussi il faut pas oublier que beaucoup de personnages américains, parce que finalement c'est aussi un peu notre repère par rapport aux personnages féminins, qui ont raté, il n'y a pas d'autre mot, c'est aussi parce que ils ont voulu trop en faire. Donc il y a un moment, il faut avoir le juste milieu. Et pareil pour les personnages noirs. Je ne vais pas dire issus des minorités, parce que finalement, on est des minorités, parce que je suis noir, seulement en Occident. Mais on n'est pas des minorités en Afrique, ni au Brésil, par exemple. Donc, il n'y a pas forcément besoin de dire oui, on va faire, comme c'est une minorité, on va faire un personnage ceci, un personnage cela. Non, vous faites un personnage, il a juste à être un bon personnage, inspiré de personnages réels. Vous prenez un personnage dans le monde du sport, Mohamed Ali, Pelé, vous en faites un archétype du dépassement de soi, du symbolisme. Vous reprenez les mêmes défauts, vous prenez les mêmes défauts de Neymar, les mêmes défauts que peut avoir un mec comme Steven Gerrard, comme Frank Lampard, comme David Beckham, comme n'importe qui en fait, tout simplement. Le visage, vous prenez n'importe quel footballeur, n'importe qui, vous le redessinez, un peu comme ce qu'a fait Bronson, l'auteur de Hokuto no Ken. Et après c'est bon, l'affaire elle est conclue, hein. Pas besoin de faire ce que font les Américains, à faire un personnage noir en fait qui est juste un personnage blanc mais avec une teinte de couleur noire, et de dire que non, ça c'est beau parce qu'il aura les traits occidentaux. Non, vous faites en fait c'est vraiment en faire le minimum possible, et il y aura un maximum de résultats. Et moi en fait je parle en tant que scénariste, en tant qu'auteur, même si j'ai encore rien écrit pour le moment, mais c'est un projet qui est en cours. Ensuite, sur les premiers chapitres, donc il a déjà sa patte. Et finalement, en fait, il fait que la réutiliser, mais après, il y a aussi beaucoup de variations. Après, il utilise beaucoup de thèmes. C'est très bien. Moi, en lisant, parce que il y a des chapitres que j'ai lus pour la 4e, 5e fois, la partie que j'ai pas lue, c'est à partir de Sanji, donc c'est là que c'est un peu intéressant. En fait, c'est très lent. C'est très barbant, on va pas se mentir. Et en fait, je pense que ce qui apporte une plus-value à l'œuvre, c'est les ajouts a posteriori, parce que finalement, par exemple sur le premier chapitre, on apprend que c'est comment on appelle ça, que c'est l'éditeur qui lui dit de couper l'arbre, de faire en sorte que Shanks perd un bras. Ça, c'était intéressant. Ça, et après, avec l'ajout avec les chevaliers divins, je pense aussi c'est intéressant. Écoutez, en fait, par contre, pour moi, il y aura plein de spoils. Il y aura plein de spoils. Si vous voulez pas savoir, tant pis pour vous. Moi, dès le début, je vais dire tout de suite, comme ça, allez, hop, je vais vous quitter ma chaîne. Moi, j'en suis au niveau où Im-sama, il a transpercé Nika. Non, il a transpercé Luffy. Et Luffy a éveillé le Gear 5. Et je sais même qu'il y a une théorie qui dit qu'en fait, si Shanks a donné le fruit du démon à Luffy, c'est parce qu'il pensait que en fait le fils de Goldie Roger était Luffy. Voilà. Et ça, c'est une théorie qui est connue. Après, c'est aussi possible que Goldie Roger, ça c'est mon point de vue, ait plusieurs enfants. Voilà, ça c'est aussi comment dire, c'est aussi une possibilité. Voilà.
Et c'est aussi possible que Goldie Roger comment on appelle ça, et après j'y crois pas trop, mais bon, que Goldie Roger et Garp et Kong soient de la même famille en fait, et qui sont juste des noms différents pour plusieurs raisons. Mais en gros, non, mais en gros, ce qui est important, ce qui est bien, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais lu enfin, j'ai pas vu en entier dans l'ordre les premiers chapitres de One Piece. Et du coup, je me suis beaucoup rattrapé avec Wikipédia, ce qui ne gêne pas ma compréhension des derniers chapitres. En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir aussi un peu l'évolution de la narration, l'évolution dans le dessin. Mais en fait, je pense que au début, quand même, avec le nombre de cases auxquelles il se conformait, c'était très lent par rapport à ce qu'il avait à raconter. Mais je pense que peut-être que sur la fin, il va un peu ralentir parce que peut-être qu'il rajoute un peu moins aussi à raconter. Et ça part dans tous les sens. C'est pas sur la fin, mais c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que finalement ça rend le temps un peu plus dynamique. Et je pense qu'en fait finalement ça permet aussi, en fait le fait d'avoir une narration plus chaotique, ça permet du dynamisme. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on ne donne pas beaucoup en fait il faut le juste milieu entre liberté et conformisme, et sur quoi on va se conformer et sur quoi on va être un peu plus libre pour pouvoir en fait garder un côté artistique. Mais en tout cas, non, les premiers chapitres ils sont bons, mais effectivement dans les premiers chapitres, tout le monde préférait Naruto. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas en Occident. Pareil pour Bleach, on comprend pourquoi Bleach et Naruto étaient devant One Piece. Et finalement, effectivement, à l'étranger, One Piece a beaucoup profité de l'arrêt de Bleach et de Naruto, mais ça n'enlève en rien les qualités de l'œuvre. Parce que moi, j'ai suivi One Piece en pensant qu'après la fin de Naruto et après la fin de Bleach, et ben que bêtement j'ai pensé que One Piece allait s'arrêter juste après. Alors, et j'étais très naïf. Mais en fait, je pense aussi que pourquoi One Piece dure plus longtemps, c'est pas forcément qu'il a quelque chose à raconter, mais c'est parce que en fait, il prend beaucoup plus de temps de poser son histoire. Voilà. Voilà. Et un des soucis de Bleach qu'a pas One Piece, c'est que en fait, là où l'auteur il a continué avec un rythme qui est lent, ce qui fait que finalement l'animé sera toujours beaucoup mieux pour Bleach que le manga. Et ben en fait, c'est que je pense que il a l'auteur de One Piece a compris qu'il fallait qu'il accélère, sinon ça allait faire perdre le lecteur. Et en fait, il a sacrifié le rythme à l'adhérence. Et on peut critiquer quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose qui est mieux en fait, de sacrifier le rythme. Et avec le rythme qu'avait One Piece au début, et le découpage très scolaire qu'il avait au début, qui est très bien pour un début, finalement sur la fin c'est pas ce qu'il faut. Et je pense que beaucoup de gens doivent s'inspirer de ça, c'est-à-dire qu'en fait finalement, à partir du moment où tu as bien posé le cadre, que tu expliques bien les choses, tu peux te permettre d'avoir un rythme assez chaotique, parce que finalement le public, de toute façon, il y a ce qu'on appelle la synergie. Le public, il est pas con non plus, tu vois, il est pas non plus totalement amorphe. Il va faire en sorte de suivre d'une façon ou d'une autre. Si l'histoire elle est prenante, le public va suivre. Donc je pense et j'espère que pour la suite par exemple de Boruto et la suite comment on appelle ça, de tout Blue, pas de Blue Vortex, la suite de Bleach, ça soit plus rapide. Parce que de toute façon, finalement, si déjà tu veux faire un manga pas forcément très sérieux et que c'est plutôt du spectacle, bah vas-y, tu peux aller plus vite.
Par contre, le problème de Bleach, c'est d'avoir trop voulu faire en sorte que ça soit trop à la fin, c'est que les Shinigami sont un peu trop le miroir des Quincy, sans apporter de nuances. Et j'espère que pour le L-Arc, s'il y a un L-Arc ou s'il y a un Burn the Witch, qui sorte un peu de ça et qu'il aille plus vite, que ce soit plus chaotique, parce que de toute façon c'est un rythme de l'enfer et l'enfer tout est chaotique, donc qui nous montre un peu ce qu'est l'enfer avec un rythme plus chaotique et tout, en fait sans sacrifier les explications, voilà, quitte à aller plus vite, s'inspirer de ce qui se fait, et je pense qu'il retrouvera sa place numéro 1. Pareil pour Naruto. Je veux retrouver en opposition à la fin des ninjas, je retrouvais en fait beaucoup de jutsu, voilà. Une explosion de jutsu contre des gens qui n'utilisent pas de jutsu, voilà. Moi je veux peut-être des oppositions comme ça. En fait, ce que l'un manque, il faut que l'autre l'ait, et comme ça j'espère qu'on va retrouver des bonnes histoires. Bon, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, moi je ne suis pas du tout dans la ligne éditoriale ou la ligne philosophique du chef. J'espère que ceux qui le suivent, ils apprécient déjà Arena, qui est fini, et qui feront chacun leur analyse avec des vidéos pour que tout le monde se fasse une idée de qu'est-ce qui était bien dans Arena, qu'est-ce qui était pas bien dans Arena. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.